31 janvier 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva. Comme nous le savons, le président de la République est en déplacement à Zimbabwe aujourd'hui pour la réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Mais les informations concernant ce voyage du président de la République vont être diffusées dans l'édition de demain. Poursuivant dans les actualités, dans le pays, Madagascar a connu une amélioration significative en termes de lutte contre la corruption depuis 2019. Dans la continuité des efforts déployés, la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption, ou SNLCC de 2025 à 2030, a été présentée aujourd'hui à Nkoundjan. L'application de cette stratégie vise à faire de Madagascar, à l'horizon 2030, une île où les réseaux de corruption et l'impunité ne freineront plus le développement durable. Plus de détails avec Judikel Radjaniri et Andoura Djabé. La nouvelle stratégie de lutte contre la corruption de 2025 à 2030 a été approuvée par le Conseil des ministres du 15 janvier dernier. L'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption à Madagascar a duré des mois. Des milliers de participants, issus des secteurs publics, privés et des partenaires techniques et financiers, y ont contribué. Une stratégie qui s'inscrit dans la politique générale de l'État, basée sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Elle a comme vision principale de faire de Madagascar une île où les réseaux de corruption et l'impunité ne freinent plus le développement durable. La stratégie entend mettre fin à l'impunité et intensifier la lutte contre les réseaux de corruption et les représailles en sanctionnant sévèrement les auteurs d'infractions de corruption et assimiler, mais aussi à identifier et de confisquer de manière efficace les biens mal acquis et lever les blocages favorisant l'impunité de certains auteurs d'infractions de corruption et d'assimiler notamment les différents pays d'immunité, d'après le Premier ministre, Tsé Christian, lors de la présentation de cette SNLCC aujourd'hui. Outre la fin des immunités, la SNLCC a deux autres objectifs stratégiques. Premièrement, il est la mise en œuvre de l'approche multi-acteurs, les partenariats et synergies de la lutte contre la corruption. Cette approche a pour but d'élargir la collaboration des structures anticorruption, ou STAC, mais également aux organes de contrôle et d'audit interne des ministères sectoriels et des institutions. La stratégie quinquennale veut ainsi garantir l'efficacité du système anticorruption et des STAC et leur synergie avec les organes de contrôle. Le deuxième objectif stratégique est la promotion de la culture d'intégrité partagée par tous. Et pour y parvenir, il s'agira de mettre en place un environnement dans lequel les acteurs de la probité sont valorisés et protégés, les détenteurs d'autorité seront exemplaires et assument pleinement leurs responsabilités, et finalement, la pratique de la transparence et la redevabilité est institutionnalisée à tous les niveaux. Page fait divers pour continuer. 11 pirogues transportant des centaines de pêcheurs sont toujours portés disparus à la suite du passage de la tempête dans la région d'Amboumbe-Andjoui mardi dernier. Toutes les autorités concernées sont actuellement mobilisées pour les recherches. Les usagers de la mer sont de nouveau appelés à respecter les consignes de sécurité afin d'éviter de tels drames. En effet, les panneaux météorologiques affichaient déjà une alerte rouge, mais ces pêcheurs ont malgré tout pris la mer. Reportage de Roudz, Christelle Hakout Malal et Asna Rafal Zanari. D'après le rapport du ministère de la Pêche et de l'économie bleue, plus de 450 pêcheurs répartis sur 154 pirogues ont été surpris par cette tempête à Koutoual dans la région d'Amboumbe-Andjoui mardi dernier. Au total, 11 pirogues sont encore portées disparues en mer, tandis que 128 ont déjà été retrouvées. Parmi celles-ci, 11 ont subi des dommages et 15 ont été abandonnées par les pêcheurs. Au moins 424 pêcheurs ont pu regagner la terre ferme, dont 3 blessés qui reçoivent actuellement des soins. Toujours selon le rapport, les rescapés seront rapatriés vers leur localité d'origine, notamment Tolanyar, Analapati, Maroualamenti, Timananad, Erad, Mandjaré et Sampoun. Malgré l'alerte rouge émise ce jour-là, ces pêcheurs ont pris le risque de sortir en mer. Afin d'éviter de nouvelles tragédies, les autorités rappellent une fois de plus l'importance de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.
Les recherches en mer sont menées avec l'appui des navires de la société QMM, de la PMF et du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue sous l'égide du ministre parrain de la région d'Anjouy. Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramunza-Veil, a annoncé la vente de 2 Airbus A340-300 d'Air Madagascar. Les fonds obtenus seront déposés dans un compte séquestre et utilisés pour le remboursement des dettes de la compagnie aérienne sous la supervision des syndics et d'un juge commissaire. La remise en état de ces 2 appareils nécessite jusqu'à 20 millions de dollars, les raisons pour lesquelles ils ont été vendus selon les informations. Plus de détails avec Sylvain Anna Martina sur les images de Sech Anjianab. Ces 2 Airbus de Madagascar Airlines sont immobilisés depuis de nombreuses années à l'aéroport d'Ivat. En effet, les moteurs de ces appareils ne fonctionnent déjà plus. Pourtant, pas moins de 4 millions de dollars sont nécessaires pour la remise en état d'un seul moteur, d'après le ministre des Transports, Valérie Ramunza-Veil. Ainsi, remettre en état les 4 moteurs aurait nécessité jusqu'à 93 milliards d'arrières. Raison de leur vente selon les responsables. Leur acquéreur est une entreprise chinoise pour un montant de 2 millions de dollars, indique le ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramunza-Veil. Les fonds obtenus seront déposés dans un compte séquestre et utilisés pour le remboursement des dettes de la compagnie aérienne sous la supervision d'un syndic et d'un juge commissaire. La vente de ces 2 Airbus ne change pas le défi commun fixé par Madagascar Airlines et le gouvernement malgache, qui est de promouvoir les vols intérieurs et internationaux. Madagascar Airlines, qui se fixe comme objectif de porter le nombre des appareils au sein de sa flotte jusqu'à 9 à la fin de cette année 2025. Ensuite, les semences de riz semées dans la pépinière communautaire à Noussibouribour dans la région Alaout-Chamangour commencent à donner de jeunes pousses, même s'ils n'ont été semés que depuis quelques jours. Les pousses seront distribuées aux agriculteurs locaux pour être repiquées afin de sauver cette saison agricole 2024-2025, d'après le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, venu constater la situation dans cette localité. La région Alaout-Chamangour, qui est l'une des greniers de Madagascar, et approvisionne en grande partie le pays. Anna Martina, Sylvain et Sech Anjianab. En raison du manque de pluie dans la région Alaout, le district d'Amparafaravoul enregistre un taux de repiquage de 40% actuellement, si à Mbatjazak, il est de 21%. Raison de l'installation d'une pépinière communautaire dans cette localité, notamment auprès du CMS ou centre de multiplicateur de semences à Noussibouribour dans la région Alaout. Les semences de riz ont produit de jeunes pousses, même s'ils n'ont été semés que depuis quelques jours. Cette pépinière s'étend sur 100 hectares et les jeunes pousses seront distribuées aux agriculteurs confrontés à des problèmes. L'aide aux agriculteurs d'Alaout est urgente, du fait que cette région est l'un des greniers de riz de Madagascar et assure en grande partie l'approvisionnement en riz, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Sergio Azarson, venu à Mbatjazak pour rencontrer directement les agriculteurs. Malgré l'installation de cette pépinière communautaire, les conditions ne sont pas toujours réunies pour permettre aux nombreux agriculteurs de repiquer en raison du manque de pluie. Le gouvernement a déjà une solution face à ce problème, a déclaré le ministre. Ce dernier a également encouragé les techniciens malgaches impliqués dans la culture du riz au sein de la FOFIFA à donner la priorité aux semences produites localement, comme le tsemak. Ce type de riz a déjà donné des résultats et convient à la région Alaout, qui peut produire du riz jusqu'à 8 tonnes par hectare en suivant les techniques de production, selon toujours les explications. Continuons les informations sur les actualités politiques. L'installation du maire nouvellement élu dans la commune d'Ambouy-Mangarouv, district d'Avaradjam, Radzonarivou Sédir, s'est tenue hier. Le président du Sénat a appelé à la solidarité de la population de cette municipalité pour son développement. Et en tant que parrain des communautés décentralisées, le président du Sénat a exhorté chacun à préserver, surveiller et entretenir les biens communs. Et Braz Denilson. Les infrastructures construites dans une commune sont pour les intérêts de la population locale, pour son développement, d'après le président du Sénat.
Par conséquent, chacun doit avoir un bon comportement et assurer sa responsabilité pour la protection et l'entretien des biens communs. Le général Richard Avalmanen a encouragé tout un chacun lors de la cérémonie officielle d'installation du maire nouvellement élu de la municipalité d'Amboïmangarouve dans le district d'Avaradjan, Razonarivo Seder, à préserver, surveiller et entretenir les biens communs. Afin d'aider les jeunes locaux et les encourager à la pratique du sport, le président du Sénat a annoncé qu'il prendra en main la réhabilitation du terrain de basket-ball devant le bureau municipal, ainsi que l'octroi de ballons de basket-ball. Il a publiquement demandé au maire de mettre gratuitement ce stade à la disposition des étudiants et des jeunes résidents de la municipalité d'Amboïmangarouve. D'autre part, les représentants du gouvernement qui se sont exprimés hier lors de cette cérémonie ont confirmé leur soutien au nouveau maire d'Amboïmangarouve. Dans un tout autre sujet, le ministère des Forces armées a procédé à un reboisement hier à Tapouquet, dans le district d'Akasbé. Le reboisement est un devoir sacré pour tout citoyen, du fait qu'il apporte de nombreux avantages pour la nation dans de nombreux secteurs, déclare le ministre des Forces armées. Le thème choisi pour cette saison de reboisement pour l'armée étant Fuluan Daimamboul Az, Luaranu Angouvu Maharch. Toujours avec Mervoulat Sferen et Braz Denilson. En plus du fait que c'est le devoir de tout citoyen, le ministre des Forces armées a également souligné, lors de la journée de reboisement de ce ministère à Tapket, dans le district d'Akasbé hier, que le reboisement est également indispensable pour la nation, pour préserver l'environnement pour la génération future. Ainsi, tout un chacun doit être conscient de l'importance de la protection des forêts et nul ne doit les couper ou les brûler. 10 000 jeunes plantes ont été mises en terre sur une superficie de 500 hectares. Le ministère des Forces armées se fixe comme objectif de planter des arbres sur une superficie de 10 000 hectares par an afin d'atteindre le défi du président de la République qui est de reverdir Madagascar. La direction de la Défense auprès du ministère des Forces armées assurera le suivi de ces arbres qui viennent d'être plantés à Tapket. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Congo, précisément à Goma, les hôpitaux sont dépassés par l'afflux massif de patients victimes de violences et du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Manque de matériel, pénurie de personnel et conditions de soins précaires, les humanitaires alertent sur une situation sanitaire critique. Reportage sur les images de France 24. Dans les rues de Goma, les stigmates des combats intenses de ces derniers jours. À certains endroits, des corps gisent à même le sol, sous les regards inquiets des habitants. Le personnel du comité international de la Croix-Rouge évacue les cadavres et prend en charge les nombreux blessés dans des hôpitaux déjà submergés. En 3 jours, nous avons reçu plus de 400 blessés pour un hôpital d'une capacité de 146 lits initialement. Actuellement, nous sommes à plus de 200 blessés hospitalisés à l'hôpital. Ce chirurgien de l'hôpital de Ndosho a dû soigner de nombreuses blessures causées par des engins explosifs. Et l'afflux de blessés n'est pas le seul défi posé. Des entrepôts médicaux ont aussi été pillés. Compresses, médicaments et eau commencent à manquer, selon un responsable du CICR. Le carburant, essentiel pour faire fonctionner les générateurs, se fait lui aussi de plus en plus rare. Pour pallier aux besoins vitaux, à plus de 2000 km de Goma à Kinshasa, les autorités congolaises organisent une campagne de dons du sang destinée aux soldats en priorité. La première dame Denise Tshisekedi et le ministre de la Santé sont venus donner l'exemple, rejoints par des volontaires. Et pendant les combats, il arrive que certains de nôtres soient touchés. Et les blessures sur leur corps nécessitent à ce qu'il y ait une transfusion de sang pour sauver leur vie. Des pénuries alimentaires s'ajoutent à une situation humanitaire alarmante. L'Union africaine met en garde contre le risque accru d'épidémie à Goma. Ensuite, en Allemagne, des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi devant le siège de la CDU à Berlin pour dénoncer l'adoption d'une motion visant à renforcer les restrictions en matière de politique migratoire en Allemagne. France 24.
Au pied des locaux de la CDU, des centaines de manifestants venus faire entendre leur colère contre le parti. En cause, la toute récente alliance des conservateurs avec l'AfD au Parlement pour durcir la politique migratoire du pays. Je suis ici parce que j'ai été totalement ébranlée par cette décision hier et j'ai peur que l'immigration soit présentée comme la principale menace pour l'Allemagne. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les partis modérés avaient jusque-là toujours exclu de coopérer avec l'extrême droite. Une nouvelle ère s'ouvre ici et maintenant. Et nous la menons. Manifestations à Berlin, Munich ou encore Düsseldorf. Après la levée de ce tabou, l'onde de choc est telle en Allemagne que la très discrète Angela Merkel est sortie de sa réserve. Dans un communiqué, elle rappelle Friedrich Merz, le chef de file de la CDU, à son engagement de ne pas composer avec l'AfD. Je considère qu'il est erroné de ne plus se sentir lié par cette proposition et de rendre ainsi possible, les yeux fermés, une majorité avec les voix de l'AfD. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi fait part ouvertement de ses critiques. Plus que jamais, l'AfD est un objet de division. Plus de 100 députés de différents horizons ont déposé des textes visant à faire interdire le parti d'extrême droite. Une procédure possible en Allemagne, extrêmement longue, dont l'issue paraît plus qu'incertaine. Sa récupération par l'AfD pour alimenter une rhétorique victimaire ne fait-elle aucun doute. Ensuite, Israël a annoncé jeudi avoir relâché 110 prisonniers palestiniens après un retard imposé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Plus tôt dans la journée, 8 otages, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais retenus dans la bande de Gaza ont été libérés. Il s'agit du 3e échange depuis le début de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Reportage signé France 24. Scène de liesse à l'arrivée à Ramallah en Cisjordanie des détenus palestiniens. Après avoir été retardés quelques heures à cause de la libération chaotique des otages à Khan Younes, 110 prisonniers ont été libérés dans le cadre de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël. Plus tôt dans la journée, le 3e contingent de captifs depuis le cessez-le-feu a été relâché. Parmi eux, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais. Tous ont été remis à la Croix-Rouge au terme de 16 mois de détention dans la bande de Gaza. La soldate israélienne Agam Berger a été la première à être libérée par le Hamas, à Jabalia, dans le nord de l'enclave. Elle a pu retrouver ses proches peu après. Dans la foulée, 2 civils israéliens ont quant à eux été libérés par le djihad islamique à Khan Younes, dans le sud de Gaza. Arbel Yahoud, 29 ans, et Gadi Moses, 80 ans, avaient été enlevés au kibbutz Nir Oz. Les 2 Israélo-Allemands ont retrouvé leur famille dans la ville de Reim en Israël. Scène émouvante après 482 jours de détention. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité du retour des captifs. Agam Arbel Gadi, bienvenue à la maison. L'État d'Israël, ma femme et moi, nous vous embrassons. Cette libération a été obtenue grâce à nos soldats héroïques et elle a également été obtenue grâce à la position ferme et déterminée que nous avons maintenue pendant les négociations. Également libérés jeudi, 5 citoyens thaïlandais. Pour la plupart, des ouvriers agricoles qui travaillaient dans un kibbutz israélien lors de l'attaque du 7 octobre. De nouvelles libérations d'otages, celles de 3 hommes, sont prévues samedi. Mesdames et messieurs, et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Et tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Jean-Claude Ndjiamalal dans l'émission Data ou Dinka Ambantafchan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bon week-end à tous.